بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ramadan Karim, amma ba'd. La dernière fois, nous avons évoqué des périls auxquels l'Oumma est en permanence exposée. C'est les phénomènes de dissolution qui obligent, qui impliquent un effort de recomposition. Évidemment, c'est évident, il n'y a pas d'autre choix. Là, c'est le rôle des gouvernants, c'est le rôle des hommes d'État, des chefs d'État, etc., qui président à la destinée de l'Oumma. Donc, nous sommes en plein dans un problème de gouvernance. Cette gouvernance, évidemment, dans un monde musulman, s'inspire, comme on l'a dit plusieurs fois, de ses repères, de son héritage religieux, culturel, scientifique, etc. Le meilleur exemple de cette gouvernance quasi parfaite, c'est la période à laquelle à Médine Munawwara, le prophète a fondé son état prophétique et l'a géré directement sous inspiration divine. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. Évidemment, tout musulman est appelé à imiter le prophète alayhi salatu wassalam. C'est la sunna, la guidance de tout musulman, de tout pays musulman, c'est la sunna. Donc, comment gérer ces problèmes de dissolution et d'agression exogène? Parce que les phénomènes de dissolution, pour être honnête, elles ont des causes endogènes, donc intérieures, et des causes exogènes, qui viennent de l'extérieur. Les causes exogènes, évidemment, sont plus foudroyantes, elles sont plus destructrices, elles sont plus fortes que les phénomènes, les causes endogènes. Parce que les causes endogènes, on peut très bien les maîtriser et y remédier. Donc, sur quel plan la gouvernance dans un pays musulman ou au niveau de l'Oumma entière va se faire surtout, c'est une prédilection, elle va surtout se faire au niveau des systèmes éducatifs, donc du contenu de ces systèmes éducatifs. Les dits systèmes éducatifs doivent évidemment s'adapter à l'époque où l'on vit. C'est la contemporanéité, ce n'est pas la modernité, c'est très différent. Il faut être contemporain, c'est-à-dire vivre avec son temps, c'est-à-dire allier l'héritage ancestral, les origines, les repères, à l'acquis scientifique et même politique, culturel, social, etc., globalement épistémologique de l'époque où l'on vit. Prendre ce qui nous convient et laisser ce qui ne nous convient pas. C'est ce qu'ont fait les premiers musulmans en opérant la traduction quasi intégrale de l'héritage grec et gréco-romain dont l'Europe a profité pour faire sa renaissance. Héritage qui a été conservé, traduit, analysé, développé, discuté durant la période de l'Andalus, une civilisation qui a duré quand même 8 siècles. Alors, donc, une fois les problèmes de dissolution, les phénomènes de dissolution cernés, il y a les solutions. Mais il faut avoir la politique, les moyens de sa politique, c'est-à-dire les solutions doivent avoir l'appui de moyens adéquats. Donc, des programmes scolaires adéquats, l'utilisation des foyers religieux d'une façon adéquate aussi, parce qu'au début de l'avènement de l'islam, le foyer culturel, de rayonnement culturel, scientifique, c'était la mosquée. La mosquée, elle centralisait tout. Même le calife ou l'émir, enfin le chef d'État, descendait à la mosquée pour se réunir avec ses citoyens et discuter des problèmes qui se posaient.
Évidemment, amrum shura baynahum, donc le calife ou le chef d'État n'hésitait pas à consulter l'élite, les érudits de son époque. Bon, à notre époque, nous avons quand même des conseils spécialisés comme le HCI, le Haut Conseil islamique, qui émane directement de la présidence et qui a vu passer des érudits, machallah, d'une qualité très rare. Et c'est une institution qui est consultée parallèlement au ministère des Affaires religieuses pour justement résoudre les problèmes de dissolution auxquels s'expose l'Oumma, enfin la nation. Parce que là, nous sommes à une période où l'État-nation a un petit peu occulté, caché la notion d'Oumma. Et ça, c'est mauvais, hein, parce que l'Oumma, c'est cette communauté supranationale à laquelle s'identifient tous les musulmans, 2 milliards de musulmans. En dessous, il y a l'identification politique, c'est-à-dire les États-nations, les petits États-nations, qui eux-mêmes sont formés de régions, donc de cultures similaires mais différentes, et puis il y a les référents identitaires individuels. Donc il y a une hiérarchie dans le processus identitaire qui doit garder l'islam en tant que référent identitaire le plus haut possible. Parce que c'est là l'élément unificateur et c'est là un facteur de force pour résister à ces attaques exogènes qui viennent de l'extérieur. Évidemment, les gens qui attaquent l'islam et le monde musulman de l'extérieur, ils savent ce qu'ils font. Ils ont bien étudié l'islam, la civilisation musulmane, et ils savent vers où diriger leurs attaques. Évidemment, ils utilisent des catégories sociales locales. Bon, dans le jargon moderne, certains les appellent des résonances, d'autres des courroies de transmission, d'autres les appellent la 5e colonne, etc. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont les moyens de leur politique. Donc il faut jouer serré. Et là, on ne peut pas trouver mieux que ces périodes privilégiées comme le mois du jeûne sacré, le mois de Ramadan. Parce que c'est un mois durant lequel tous les citoyens musulmans se réunissent, se rencontrent, expriment leur générosité les uns envers les autres, se rappellent que la vie de l'au-delà est conditionnée par la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas n'est qu'un examen pour réussir la vie de l'au-delà, etc. Donc nous avons, disons, des directions générales, mais il faut rentrer dans les détails, c'est-à-dire, à partir du moment où les attaques exogènes se basent sur la déconstruction, il faut que nous apprenions à déconstruire la déconstruction. On n'a pas d'autre choix. Donc il faut étudier les formes de déconstruction qu'utilisent les ennemis de cette civilisation, l'islam, et leur opposer le contraire, leur contraire. Donc il faut déconstruire la déconstruction. Évidemment, pour déconstruire la déconstruction, il faut comprendre les processus qu'utilisent ces agents exogènes. Par exemple, nous avons parlé de l'histoire et de son lien avec la civilisation, l'histoire étant la mémoire des peuples. Nous avons aussi évoqué les coutumes, les cultures desquelles on ne peut pas se détacher. Un Égyptien a sa propre culture, ce n'est pas la culture d'un Algérien, évidemment au niveau local, mais ce sont tous des musulmans. Donc un gouvernant en Égypte va peut-être gérer le problème d'une façon légèrement différente de celle qu'on utiliserait en Algérie, en Tunisie ou dans un autre pays musulman. Alors, l'une des techniques utilisées, c'est les anachronismes, parce que notre historiographie, comme on l'a vu précédemment, est faite par des historiographes étrangers. C'est eux qui nous écrivent notre histoire maintenant. Alors, ils l'écrivent comme ils veulent. Ils utilisent
à profusion, hein, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire ils sont en train d'ethniciser la religion pour lui enlever cet aspect d'universalité libérateur. Ils vont ethniciser la religion, donc créer des ethnocentrismes au sein de l'Oumma. Ils vont utiliser des anachronismes dans leur historiographie. Ils vont utiliser même le nihilisme scientifique. Par exemple, nier d'emblée comme ça que l'islam est une religion factice. Donc, dès le départ, ils sont nihilistes, ils sont négationnistes et ils construisent toute une théorie. Évidemment, ils ont leur caisse de résonance dans le monde musulman, donc des gens, des intellectuels, qui vont adopter ces façons de penser et, disons, les diffuser, les encourager, les diffuser. C'est de là que vient le danger, le plus grand danger. Parce que ces pseudo-intellectuels, ils sont éparpillés un peu partout dans les institutions et ça demande une grande vigilance, il faut les contrôler. Nous parlerons de ceci la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. En attendant, je vous dis Sahaf Turkum, bonsoir et merci pour votre patience. Salam alaikum.